Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste avec Florence, Marc-Antoine et David. Alors, bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Génération Oui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial parce qu'on lance officiellement la saison 3 de Génération Oui. Donc, on est également devant le public. Oui! Et pour le coup, je suis accompagné de Camille Goyette-Gingara des Oui Québec. Camille, Camille, ça va bien? Ça va tellement bien, là. Good. Également, on est, comme vous le voyez, il y a 5 organisations indépendantistes sur la salle, donc Génération Oui, les Oui Québec, avec Camille la présidente, mais on est également accompagné d'Émile Simard, président du Comité national des jeunes du Parti québécois. Salut! Rose Lessard, présidente du Forum jeunesse du Bloc québécois. Et Marianne Leca-Ouimet, coordonnatrice femme du réseau militant jeunesse de Québec solidaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez bien? Ben, ça va bien, vous autres? Merci de l'invitation. Ben, merci à vous d'être là. Rose, ça va bien? Ouais, ça va super bien. Puis, Marianne, enchantée aussi. Bienvenue. Enchantée, merci de l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Donc, aujourd'hui, on va parler de la mobilisation pour l'indépendance du Québec. On va parler de la démarche d'accession à l'indépendance du Québec, mais aussi des arguments. Avant d'aller plus loin, j'aimerais laisser ma co-animatrice, Camille, nous parler des Oui Québec. D'abord, encore une fois, merci d'être là. Merci aussi à nos collaborateurs des aides jeunesse, des formations politiques. Ça a été exceptionnel de travailler avec eux. Je tiens à rappeler quand même que l'initiative, en fait, cette volonté-là d'organiser un projet en commun, elle vient vraiment d'abord et avant tout des jeunes des formations politiques parce qu'on sent qu'il y a cet appétit-là de collaborer autour du pays qui émane très fortement des aides jeunesse. D'ailleurs, je tiens quand même à dire, c'est le premier événement du réseau militant jeune de Québec solidaire qui a été officialisé en fin de semaine passée. Donc, on est content d'être la scène de cette première collaboration. Et bon, c'est quoi les Oui Québec? Hein, parce que sinon, je vais m'étaler. Les Oui Québec, Organisation unie pour l'indépendance du Québec. Hein, pourquoi organisation? C'est qu'on rassemble une multitude d'organisations qui ont des mandats souverainistes. Par exemple, des centrales syndicales, des groupes comme le Mouvement national, la Société Saint-Jean-Baptiste, comme Génération Oui, et plein d'autres, et évidemment des citoyens. Et c'est cette forte mobilisation citoyenne-là qui a fait connaître les Oui Québec dans les 2-3 dernières années, mais aussi à travers le temps, parce que vous savez, on est toujours l'héritage de quelque chose. Nous, on est j'aime dire, l'arrière-petit-enfant du référendum, du camp du oui, du référendum de 95. Et on a toujours cet héritage-là de 95 où l'union des forces vers le référendum, vers la création du Québec indépendant était centrale dans l'engagement du camp du oui. C'était d'ailleurs même dans la loi référendaire. Donc, c'est encore dans cet esprit-là que les Oui Québec agissent aujourd'hui, mais avec un regard, si on veut, renouvelé, parce qu'on a travaillé grandement dans les dernières années à remobiliser cette jeunesse qui s'intéresse à l'indépendance, mais avec un regard non partisan, ce qui est l'essence même des Oui Québec. Alors, ça met un peu la table aussi pour les échanges. Voilà, je m'arrête ici. Oui, puis on dit bien les Oui Québec, n'est-ce pas? Les Oui Québec, pas de tirer entre le oui et le Québec. Oh. Ça m'énerve. Et d'ailleurs, il y aura, on vous avait dit qu'il allait avoir un réseautage. Après, c'est ici le réseautage. Donc, le bar va être juste là, mais vous pouvez déjà aller, c'est un bar sans alcool, vous pouvez déjà aller vous picosser quelque chose. Je pense que du popcorn aussi au bar. Et on va rester ici. Par la suite, on va replier les chaises vite, puis on va pouvoir là, imaginer le pays indépendant du Québec ici après la balado. Fantastique. Oui. Avant de commencer aussi, j'aimerais remercier les commanditaires de cet épisode, donc le Fonds indépendantiste du Québec. Doté d'un actif de 200 000 $, le Fonds se donne pour mission de financer des projets citoyens qui visent à promouvoir la souveraineté politique du Québec auprès de personnes indécises. À titre d'organisme à but non lucratif, le Fonds amasse des dons, gère un portefeuille de placement, évalue les projets qui lui sont proposés et finance ceux sélectionnés comme Génération Oui. Depuis sa fondation, il y a bientôt 5 ans, le Fonds indépendantiste du Québec a redirigé des dizaines de milliers de dollars dans de multiples initiatives visant à convaincre des vertus de l'indépendance du Québec.
Pour en savoir plus ou pour faire un don, vous pouvez aller sur le site du FIDQ, donc fidq.québec. Également, j'aimerais remercier la boutique 50% plus 1. Si vous ne la connaissez pas, la boutique 50% plus 1, c'est une boutique indépendantiste dirigée par un jeune indépendantiste, Raphaël Lavoie. Il vend des produits, des vêtements, des livres, des objets, tout ça à l'effigie du camp du Oui. Et si vous voulez, d'ailleurs, vous pouvez profiter d'un code promo Génération Oui, tout en majuscule. Ça va nous aider à nous financer. Donc, avant de se lancer dans le premier thème, je me permets de vous inviter à vous abonner, à partager la vidéo, à commenter, à aimer. C'est vraiment la meilleure façon d'élargir le camp du Oui. Donc, on va se lancer officiellement dans le premier thème qui va porter sur les arguments sur l'indépendance du Québec. Camille, je t'inviterai à poser la première question. Oh. Excuse, hein, moi, je ne me suis pas pris de notes. C'est ici. Ouais. On fait ça en famille aujourd'hui, c'est correct. Oui, je fais ça à la Émile. Ah, OK. Je m'excuse. Pour vous, puis je vais commencer, tiens, par toi, Émile. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie faire du Québec un pays? Tu sais, ça allume quoi chez toi? Ça allume la plus belle chose qu'un peuple peut pas aspirer, c'est l'autodétermination d'un peuple. C'est un projet de société, c'est se doter la chance d'entamer un nouveau chapitre pour le Québec. Pour moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que ça comme projet. Puis quand on parle d'indépendance, il y a comme quelque chose un peu d'émotif. Au-delà de toutes les raisons économiques, environnementales, sociales, il y a quelque chose, on dirait, qui vient du cœur. Quand avoir l'opportunité de s'assurer de protéger la langue française, rapatrier 82 milliards, l'investir chez nous, oui, ces arguments-là, mais aussi de profiter, puis on dirait accomplir cette grande quête-là qui perdure depuis les Patriotes, mettre fin à tout ça, puis un peu se libérer de cette emprise-là qu'on a d'un autre gouvernement qui n'est pas le nôtre. Puis, en fait, je fais le pont direct vers Marianne parce que je suis curieuse de voir, tu sais, de ton côté, toi, parce que Émile, tu parles comme jeune aussi qui milite au Parti québécois. Toi, comme jeune qui milite à Québec solidaire, quand je te dis faire du Québec un pays, ça veut dire quoi? Bien, pour moi, l'indépendance, c'est une fin, mais c'est aussi un moyen en soi, parce que, comme Émile le dit, la fin, c'est l'autonomie, l'autodétermination, la souveraineté politique. Mais moi, je vois vraiment cette souveraineté politique-là qu'on va pouvoir obtenir comme un moyen de réaliser un projet de société, un projet de transformation sociale. Donc, on va utiliser toutes les nouvelles politiques qu'on va avoir pour créer un Québec, pour créer un projet plus égalitaire, plus écologique, plus féministe. Donc, on va tous se rassembler, nous, chez nous, on va discuter, on va se rassembler autour de nos valeurs, puis on va incarner notre projet à travers des moyens qu'on va avoir rapatriés du fédéral. Donc, ça va être un projet qui va être à notre couleur, à la couleur du Québec. Tu sais, dans le fond, c'est un peu un mix entre qu'est-ce qui nous amène à devenir souverainiste, mais surtout qu'est-ce qu'on veut faire avec le Québec pays. Puis, je vais vers toi, Rose. D'ailleurs, Rose a subi une opération il n'y a pas longtemps qui touche son visage. Fait qu'on est clément, s'il vous plaît. Ça se peut que... mais ça merci se peut que je tellement. devienne la couleur du Québec au courant de l'épisode. Je vous avertis, c'est normal. Fait que, oui, vive le Québec libre. Exactement, même dans le visage. Puis, tu sais... Toi, ça veut dire quoi, Rose, faire du Québec un pays? Oui, ben pour moi, c'est de s'occuper, grosso modo, de nos propres affaires. Puis, permettez-moi de faire un petit peu de vulgarisation politique. Tu sais, en ce moment, au Canada, il y a 2 paliers de gouvernement. Bien, principaux, là, il y a le municipal aussi, mais je dirais il y a le provincial et le fédéral. Donc, il y a certaines choses que c'est juste le Canada qui s'occupe. On peut passer, par exemple, à tout ce qui est port, aux finances, militaires, par exemple, etc. Puis, il y a d'autres choses que c'est le Québec qui s'en occupe, éducation, etc. Puis, il y a des compétences qui sont partagées. Pour moi, c'est que le Québec s'occupe de toutes ses propres affaires. Fait que genre, notre militaire, nos ports, etc., etc. Puis je continuerai. Moi, j'étudie en international, en études internationales. Puis je dirais que ce qui est vraiment intéressant, c'est que selon le droit international, ça prend 4 choses pour qu'on reconnaisse un pays. Une population, le Québec en a une. Un territoire, je pense qu'on en a un aussi. Un gouvernement qui est effectif et indépendant, ce que l'Assemblée nationale est, puis une représentation à l'international, ce que les délégations du Québec font, je crois, dans 9 pays. Donc, je pense qu'au niveau du droit international, le Québec a plus que ce qu'il faut pour devenir un pays, puis s'occuper de ses propres affaires. Hey, puis je m'excuse, mais je me permets, mais tu sais, toi qui es présidente du Forum jeunesse du Bloc québécois, ça t'a-tu amené un regard différent d'agir comme souverainiste au fédéral versus, mettons, de exclusivement s'impliquer au provincial?
Oui, bien c'est sûr que moi, je me considère là en attendant l'indépendance. Tu sais, je suis consciente que l'indépendance va se faire à Québec et non pas à Ottawa. Fait que je suis plus là pour défendre tout ce qui est intérêt du Québec en attendant. Évidemment, pour faire vulgarisation de l'indépendance, parler des idéologies qu'est l'indépendance. Aussi pour pas que le fédéral s'ingère trop dans nos champs de compétences, qui se passe un peu dans l'actualité si vous suivez. Donc, c'est plus comme ça que je vois mon travail, mais je suis très consciente que c'est mes collègues qui vont faire le processus vers le référendum. Excellent. Parlons un peu d'environnement. C'est un sujet qui doit vous unir nécessairement, l'environnement. On l'a vu à la dernière campagne électorale, à quel point c'était un point de rassemblement pour les différentes formations indépendantistes. On entend souvent le slogan « Pas de Québec libre ». Sans Québec vert. Exactement. Puis l'inverse également. Vous, ça veut dire quoi pour vous, ce slogan-là? Puis concrètement, en quoi un Québec indépendant serait une plus-value pour l'enjeu climatique? Ben, en fait, je vais prendre la balle au bon, mais tu sais, en ce moment, je sais pas s'il y en a parmi vous, probablement dans la salle, en tout cas, qui sont ultra fiers d'être Canadiens. Puis tu sais, tu regardes tout ce qui se passe dans les autres provinces. Tu sais, le Canada investit massivement son argent dans les énergies fossiles, notamment en Alberta. Moi, en tant que Québécois écologiste, je vois ça, puis je me dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, on contribue indirectement à faire la crise climatique. C'est comme surréel. Au lieu d'investir dans les solutions, on continue d'investir dans le problème. Fait que dans ma tête, ça fait aucun bon sens. Fait que de se doter d'un Québec libre, c'est d'aller chercher les leviers financiers. Tantôt, je parlais de 82 milliards. Ben, c'est de garder cet argent-là chez nous pour, s'occuper de notre monde, mais aussi pour entamer cette transition écologique-là qui va nous permettre d'investir dans des technologies vertes, continuer de développer de nouveaux programmes, en tout cas pour aller vers cette transition-là. Fait que c'est aussi être un leader à l'international. Tantôt, tu parlais à l'international, la réputation du Canada est boboche en ce moment. Être un pays, c'est se donner, en fait, tous ces leviers-là pour être un leader à l'international, notamment en matière de changement climatique. Oui, j'imagine que tu dois abonder dans le même sens sur la scène fédérale. Oui, puis je donnerais même des petites statistiques. Émile a totalement raison, mais être du Québec un pays, ça permet de signer nos propres accords. Puis le Canada, en tant que pétromonarchie, a de la difficulté à respecter et à pas s'enlever de certains accords. Je pense notamment au protocole de Kyoto, auquel le Canada fait plus partie. L'accord de Paris aussi, que les seuils seront vraiment pas respectés. Donc, le Québec, en tant que pays, va pouvoir signer ses propres accords, respecter tout ça. Aussi, le Québec, en ce moment, on est la place en Amérique du Nord le plus vert, qui se dote des lois environnementales les plus... Oui. Mais c'est vrai, on se dote des lois... Tu sais, c'est unique en Amérique du Nord. On a la loi sur la qualité de l'environnement, la loi sur le développement durable, les lois sur les caractères collectifs. Puis, comme je disais tantôt au début, ce qui est dommage avec toutes ces belles lois-là, c'est que comme on est dans une fédération, ben il y a des choses de ces lois-là qui peuvent pas être appliquées par rapport à tout ce qui touche aux ports, aux aéroports. Ben ces lois-là arrivent à une limite. Donc, être du Québec un pays, en plus de pouvoir signer nos propres accords, ça permet que nos belles lois sur lesquelles on s'est doté ben, vont pouvoir être appliquées dans leur plein potentiel. Donc, oui. Puis toi, justement, à Québec solidaire, c'est un enjeu qui est très important, que vous liez beaucoup à l'enjeu de l'indépendance. Qu'est-ce que tu vois là-dessus? Moi, je le vois vraiment comme, en ce moment, on est pris dans une position de complice. Donc, comme Rose a dit, on a les moyens d'être un acteur international, d'être un leader positif qui va avoir sa voix aux tables de négociation par rapport à tout ce qui touche à l'environnement. Mais là, en ce moment, on est comme pogné dans une position qui nous réduit. On est obligé de subventionner les projets d'hydrocarbures. On ne peut rien dire sur les projets de pipeline. On doit essayer de faire des petites pétitions pour faire entendre notre voix. Puis, on n'a aucun mot à dire sur le pétrole qui passe sur notre territoire. Alors que si on a la souveraineté de notre territoire, de nos ressources, de notre argent, on va pouvoir tout réutiliser ça pour véritablement faire ce qu'on a déjà envie de faire. C'est pas juste les partis indépendantistes nécessairement qui veulent qu'on ait un Québec plus vert, mais on a besoin de la souveraineté pour être un Québec plus vert. Absolument. Camille? Parlant de ce qu'on veut faire, tu sais, l'enjeu du français chez les jeunes, c'est sûr qu'il y a quand même un effet de bulle autour de nous autres, c'est-à-dire que les jeunes qui sont souverainistes sont souvent plus concernés par la question du français, tu sais. Des fois, moi, j'ai l'impression que c'est pas un enjeu chez les jeunes, là, le français, mais tu sais, quand on sort un peu de notre chambre d'écho, on se rend compte que c'est pas nécessairement le cas. Puis tu sais,
C'est une urgence, le français, là, c'est ce que je vois. Là. Est-ce que y a-t-il un lien à faire entre l'adhésion, en fait, entre l'intérêt des jeunes par rapport à la question du français puis leur potentiel d'adhésion à l'indépendance? C'est-tu des questions qui sont reliées? Oui, non? Puis comment qu'on gère ça? Parce que, oui, il y a tout l'aspect de la mondialisation. On le sait qu'il y a un effet, qui met une pression sur le français, sur la culture québécoise constamment, mais, même si on le critique, on existe dans cet univers-là. Fait comment on gère ça? Puis surtout, comment vous le voyez dans vos milieux? Bien, la langue fait partie de notre identité, puis l'identité est au cœur du projet d'indépendance. Donc, si on réussit pas à cultiver l'amour de la langue, ça va être très difficile de faire adhérer plus de gens au projet d'indépendance, parce que s'ils ne se sentent pas extrêmement québécois, s'ils ne sentent pas qu'ils ont une appartenance à la culture, à la langue, mais donc, ouais, ils ne peuvent pas se retrouver dans le projet. Mais moi, je pense que pourquoi les jeunes n'ont pas cet amour-là du français qui reste à développer, c'est parce qu'on mise vraiment sur la peur plutôt que sur la fierté par rapport à la langue française. Puis ça, je pense que c'est un angle qu'on doit vraiment changer, parce que tant qu'on va essayer de convaincre les jeunes avec des mesures qui sont plus autour de la peur, bien, les gens vont être plus contraints, ils vont le faire par contrainte et non par amour de la langue. Donc moi, je pense vraiment que ça va être à travers la culture qu'on va réussir à faire aimer la langue française aux jeunes. Donc, il y a plusieurs propositions chez Québec solidaire, notamment la bonification des plateformes numériques francophones, puis aussi toutes les subventions qui vont toucher les artistes, les producteurs médiatiques, francophones ou non, qui font des œuvres en français. Donc, moi, je pense que c'est ça, dès le plus jeune âge, à travers la culture, en faisant aimer la culture québécoise et la langue française, c'est comme ça que les gens vont vraiment s'attacher à l'identité québécoise puis qu'ils vont vouloir faire du Québec un pays. Mais tu penses pas que ça prend un mix des deux? Puis peut-être qu'Émile, tu vas vouloir rebondir là-dessus. Puis je comprends je veux dire, on veut à tout prix s'éloigner d'un discours qui est négatif, je pense, mais aussi pour une partie quand même de la population, ils ont comme besoin de comprendre. Puis pour les jeunes aussi, ils ont besoin de comprendre pourquoi il faut quitter le Canada. Ça fait aussi comme partie de notre... On ne fait pas juste créer le Québec, on quitte aussi le Canada, qu'on aime ça ou pas. Fait que c'est comment on garde cet équilibre-là, c'est tough, là. Bien, c'est sûr qu'il y a un travail, effectivement, de valorisation de la langue française qui est à faire. Puis pour ça, c'est drôle, on a parlé, quand on est allé au balado de Denis Trudel avec Rose, on parlait justement de VRAC TV. C'est un exemple anodin, mais le site Internet, mais le poste de télévision a fermé récemment. Pour un jeune, c'est difficile de consommer du contenu québécois de plus en plus quand tout le monde est sur des sites comme TikTok, tout ça, puis les divertissements, je le vois, je suis enseignant, fait que les jeunes s'informent davantage là-dessus, notamment, tantôt on parlait de valorisation de la culture aussi, les médias locaux, c'en est un aussi, dans le sens que on est tellement au dépend des grandes plateformes, fait que c'est sûr qu'on passe facilement par là, fait que il y a un gros défi de ce niveau-là, mais il faut dire que la langue, c'est un enjeu qui, surprenamment, va aller toucher davantage les jeunes. Puis je me surprends moi-même en le disant parce que, justement, je reprends mes groupes de secondaire 4 que j'avais, puis on parlait justement de langue française, puis j'ai essayé comme un peu de les challenger pour voir... Au Saguenay, ça? Non, à Québec. Okay. Puis essayer de les challenger un peu sur la question, de dire, est-ce que ça vous ferait de quoi, vous autres, que dans 50 ans, on parle pas français? Puis, finalement, de fil en aiguille, ça a tellement suscité de réactions puis de discussions. Sérieusement, là, moi et mon enseignante associée, au départ, on était là, ça va être un petit cours, ça va bien faire. Hey, on a eu un des cours les plus tripants. Les jeunes ont eu le goût d'embarquer puis de parler de langue française puis donner leur opinion. Fait qu'il faut juste, en fait, donner ce dialogue-là puis, en fait, leur présenter les faits, dire, c'est sérieux, là, quand on parle de déclin du français, il y a quelque chose qui s'en vient. C'est nous, la prochaine génération, qui est confrontée à ça. On est dans la métropole en ce moment. Se faire servir en français, c'est de plus en plus une difficulté. Donc, oui, il y a un travail de valorisation à faire, mais effectivement, il va falloir renforcer aussi les lois qu'on a là. Et pour ça, l'indépendance, c'est s'assurer de protéger la langue française. Oui, je pense que ça faisait le tour. Oui. Je suis complètement d'accord avec mes collègues. Fantastique. On va parler de féminisme et d'indépendance. J'aimerais souligner que ce soir, présentement, sur la salle, il y a 5 personnes, 2 hommes, 3 femmes. C'est rare qu'on voit ça dans... C'est rare qu'on voit ça dans des événements indépendantistes. On constate qu'il y a peut-être
des choses à aller travailler du côté du leadership féminin, du côté de l'appui à l'indépendance aussi. Vous, comment vous voyez ça? Je me tourne particulièrement vers toi, Rose, Marianne, puis Camille aussi. Je serais curieux de t'entendre. Oui, ben je peux prendre la balle au bon. Ouais, ben je pense que j'aimerais postuler que ce soir, sur la scène, c'est une exception, malheureusement. Le mouvement indépendantisme et la politique en général a été quelque chose créé par des hommes blancs et les leaders, encore aujourd'hui et autrefois, ont été pour la grande majorité des hommes blancs. Puis je pense qu'il est temps que ça change parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est toutes là pour faire le Québec de tout le monde. Puis ça comprend les femmes et les personnes racisées, les personnes non-binaires et toutes ces belles personnes qui forment le pays. Donc, c'est le premier postulat. Quoi de mieux pour représenter un peu les disparités entre le Canada et le Québec dans un processus d'indépendance que le sujet de l'avortement? Moi, je l'aborde souvent pour présenter la différence de valeur. En ce moment, l'avortement au Canada n'est pas légalisé, il est décriminalisé. Fait que ça, c'est quelque chose au Québec qu'on s'en rend pas trop compte parce qu'on a un gouvernement qui investit dans tout ce qui est clinique d'avortement, hôpitaux, etc. Mais ailleurs, dans le Canada, c'est un problème, un enjeu pour certaines provinces. Je pense notamment au Nouveau-Brunswick qui donne pas de financement aux cliniques d'avortement et qui n'a plus de clinique d'avortement sur son territoire. Donc ça, c'est quand même un grand enjeu. Puis depuis la décriminalisation de l'avortement, c'est pas moins de 50 projets qui ont été menés à la Cour suprême pour limiter ce droit. Puis je peux même, là c'est sûr, je presse pour ma paroisse au Bloc québécois, mais ça risque d'être un gouvernement conservateur qui va rentrer. Puis comme la plupart des députés candidats conservateurs qui sont là, sont financés, certains, par des lobbies anti-avortement. Donc on le sait, au Québec, on est avant-gardiste pour ça, puis quoi de mieux pour préserver ces droits-là qu'on s'est dotés, comme le droit à l'avortement, comme nos garderies, etc., que de faire un pays. Donc... moi, pour moi, indépendance, ça rime avec féministe et valeurs féministes. Je m'étais notamment marqué avortement, littéralement là sur ma feuille, j'ai pensé à la même chose. Moi, je trouve que le Québec, c'est vraiment un très grand bassin de revendications et de lutte féministes. Il y a eu énormément de mouvements féministes. Je pense juste à quand il y avait l'interdiction de pratiquer des avortements. On avait des petits rebelles au Québec, des médecins rebelles qui pratiquaient quand même l'avortement. Puis, les valeurs féministes, en fait, au Québec, sont vraiment au centre de notre culture depuis très, très longtemps. Mais moi, je me dis que l'indépendance va nous permettre d'être à la hauteur de ces valeurs-là. Donc, dans le projet d'indépendance du Québec, c'est super important de mettre l'emphase sur créer un Québec-pays féministe. Donc, il y a notamment des propositions vraiment dans tous les partis, mais je pense à l'accès à l'avortement, puis à la contraception universelle. Je pense à l'abolition de la taxe rose, l'équité salariale, puis la lutte contre les violences faites aux femmes qui ne cessent d'augmenter chaque jour au Québec. Mais, comme vous l'avez dit, on a un panel plus que paritaire en ce moment, puis c'est ce genre de choses-là qui font qu'il y a plus de leadership féminine qui vont venir dans les discussions, parce que c'est en montrant l'exemple, c'est en donnant plus de visibilité aux femmes qu'il y a des femmes qui vont vouloir plus s'impliquer dans le projet d'indépendance. Puis surtout, si on leur dit, nous, gang, on veut créer un Québec féministe, c'est sûr que les femmes vont se sentir rejointes par ça parce qu'elles vont se dire « Wow, dans un Québec pays, je vais avoir plus de droits, je vais me sentir plus écoutée et plus valorisée. » À Québec solidaire, comme vous le savez, on essaie d'amener des formes différentes. À l'Assemblée générale de l'élection du comité de coordination du réseau militant jeunesse, on était supposé avoir un coordonnateur ou coordonnatrice. Puis l'Assemblée générale a voté pour qu'on adopte la formule de 2 co-coordonnateurs, une femme et un homme. Donc, c'est moi aujourd'hui qui représente le RMJ, mais il y a aussi Mike, qui est à Gatineau, qui m'a cédé volontairement sa place aujourd'hui dans cette mouvance-là féministe. Mais ça ne devrait pas nécessairement exister comme choix qu'on doit faire. On devrait s'adapter aux formes différentes qu'on essaie d'apporter dans la société. Le choix d'avoir 2 cordeaux, 2 porte-paroles, c'est une formule paritaire qui, c'est sûr, va encourager plus de femmes à aller en politique. Parce que c'est pas qu'il n'y a pas de femmes compétentes, c'est juste qu'il faut aller les chercher, puis il faut leur dire « Vous avez votre place avec nous ». Absolument. Puis, oui, Rose, vas-y. Oui, bien c'est ça. Puis je relancerais, effectivement, il faut leur faire la place. Puis j'ai lu un livre récemment de Manon Tremblay qui parlait justement de la question des politiques, de la politique et des femmes, qui disait que toutes les femmes qui s'impliquent en politique, que ce soit au Québec ou à travers le monde, sont à la base plus éduqués, ont fait plus de militantisme, ils sont plus qualifiés que les hommes qui s'impliquent en politique parce que c'est plus difficile de se rendre là. Ouais. Fait que c'est pas par manque de compétences qu'il n'y en a pas, c'est parce qu'ils n'ont pas la place. Oui. Puis c'est adopter des mesures
comme Québec solidaire, comme peut-être garder des circonscriptions qui sont réservées aux femmes, qui permettraient justement d'avoir plus de femmes. Le même livre disait que quand on réserve une circonscription à une candidate féminine, l'élection d'après, il y a 5 fois plus de chances que ce soit une femme qui soit élue. Donc, une élection, qu'on réserve cette circonscription-là, après ça, 5 fois plus de chances. Donc, on voit tout le pouvoir de la représentation, puis toute l'importance d'avoir des femmes en politique. Parlant de représentation, Oui Québec, vous avez beaucoup de leadership féminin. On pense à Claudette Carbonneau, qui était présidente des Oui Québec avant toi. On pense à toi. On pense également à l'exécutif, qui est composé également aussi de Marguerite Landry, récemment vice-présidente des Oui Québec. Comment tu vois ça, toi, de ton point de vue? Je veux reculer d'un pas avant, puis on y vient, parce que je pense que c'est important qu'on aborde tout de suite la question de la place des femmes dans le mouvement souverainiste, qui est un immense enjeu qui me torture depuis les débuts de mon militantisme, il y a même maintenant 11 ans. C'est l'expérience, c'est pas la vie, oui, c'est l'expérience. C'est intéressant parce que la question du féminisme au Québec est aussi reliée au colonialisme. Puis je vous donne un exemple hyper intéressant. C'est-à-dire, au début du mouvement féministe en Amérique du Nord, il était beaucoup amené par des femmes américaines qui avaient une inspiration du féminisme anglais. Plusieurs sont arrivés dans les communautés canadiennes-françaises au Québec avec la volonté de nous transmettre, de nous convertir à ce nouveau féminisme-là. Et ces militantes féministes étaient vraiment découragées parce qu'ils sont repartis. Écoute, les femmes voulaient rien savoir. Puis, ils ont eu l'impression que les femmes du Québec, les Canadiennes françaises, étaient arriérées. Mais ce qu'elles n'ont pas compris à ce moment-là, c'est que les Canadiennes françaises de l'époque, à travers la paroisse, de toute façon, l'Église, vous savez, était tellement hégémonique, mais c'est les femmes qui géraient les coffres, ils géraient les mutuelles. Je m'excuse, les mutuelles, là, c'est Promutuelle Assurance maintenant. Là. C'était elles, les trésorières. Ils géraient tout le cash de la paroisse. Fait quand les féministes américaines sont venues justement avec une attitude un peu colonialiste, je vais arrêter de le dire parce que plus je le dis, pire c'est. En fait, ils sont venus avec cette attitude-là de colons où ils voulaient transmettre la bonne parole de leur féminisme à travers leur vision de ce que ça devait être. Et les femmes, elles ont dit, nous, vous nous demandez d'abandonner l'Église catholique alors que c'est un lieu de pouvoir pour nous. Donc, c'est important d'adapter notre féminisme aussi avec la réalité de notre terrain. Et c'est pour ça que on a eu dans les années 70 un discours féministe et indépendantiste qui était très fort. Et je pense que ça manque beaucoup en ce moment de développer ce discours-là. Pourquoi être féministe et indépendantiste en ce moment? On a cité la question de l'avortement, mais il y a aussi celle du rapatriement du code criminel. Qu'est-ce que ça fait, le code criminel? Ça légifère les agressions sexuelles. Fait que c'est sûr que c'est important, mais ça, là, on n'en parle jamais. Fait que, tu sais, des fois, ce qui me gosse, c'est qu'on finit... Tu sais, c'est tout le temps la question, les femmes votent moins pour l'indépendance. Arrêtez de nous mettre ça sur le chignon. C'est gossant à longue. C'est comme si ça nous mettait la responsabilité de ne pas assez voter pour l'indépendance. C'est le contraire qu'il faut faire, c'est repoussoir. Il faut exactement créer des leaderships féminins. Et des fois, c'est plate parce qu'on ne veut pas non plus avoir l'impression de chialer parce qu'on veut de la place, parce qu'il n'y a pas assez de filles sur les panels. Puis des fois, quand on invite les filles sur les panels de mouvements souverainistes, là, je m'excuse, là, mais des fois, là, on nous met à la toute fin du line-up quand tout le monde est écœuré de nous entendre. C'est insultant, ça. Puis ça continue. Je pensais que des fois, que c'était parce que j'avais 20 ans. J'en ai 30, je suis présidente des Oui Québec, puis on me met encore à la fin des line-up comme la seule fille, OK? Fait que c'est sûr que cette réflexion-là, là, elle n'appartient pas à une formation politique. Va falloir à un moment donné qu'on ait l'audace de l'aborder comme mouvement. Puis c'est pas gênant de dire nous autres, on a plein d'efforts à faire. Écoute, Marguerite, pendant un bout, là, moi, j'étais la seule sur l'exécutif des Oui Québec filles, là. Tu sais, à un moment donné, on a tous des efforts à faire, là. De se dire que tout le monde est parfait, moi, je vois ça des fois, là, tu sais, si tu poses la question à une organisation, c'est comme, mais oui, nous autres, notre CA, il est paritaire depuis. OK, mais comment ça se passe pour de vrai? C'est quoi le feedback des filles sur le terrain, tu sais? Fait que, il y a vraiment, tu sais, c'est bizarre parce que des fois, j'ai l'impression qu'on a tellement avancé. Puis justement, Claudette, avec qui je suis super proche, je raconte des affaires. Puis là, elle me dit « Ouais, ça me fait penser. » Puis elle me raconte une anecdote d'il y a genre 40 ans. Puis elle a vécu la même affaire, tu sais. Si bol. Fait que, tu sais, puis là, tu sais, est-ce que ça va passer par... Oui, on a des alliés, génial. Mais je pense que ça va passer par une espèce de union volontaire et...
pleine de force des femmes féministes, indépendantistes, où on n'aura plus besoin de quémander, ni même d'exiger. On va tout simplement devenir tellement influente que cette place-là, elle va nous être accordée de droit. Puis on va se générer ce rapport de force-là justement en ayant je pense, un collectif. Déjà, c'est un bon premier pas, transpartisan, où on va pouvoir partager dans un safe space, dans un espace sécuritaire, nos réalités, les agressions aussi qu'on a vécues pour la plupart qui militons, malheureusement, dans notre militantisme, sans avoir l'impression de planter notre parti. À un moment donné, je veux dire, les agresseurs appartiennent pas aux formations politiques, mais crient, on vit des agressions, qu'est-ce que tu veux, là. Fait que, tu sais, je sais pas, tu sais, là, je m'étale, mais, tu sais, comment on réussit ça? Tu sais, c'est tough parce que aussi, on veut pas se monter en porte-à-faux contre notre parti. On veut être positif puis être constructif. Tu sais, je sais pas comment vous le vivez, mais je trouve ça tellement important, là. Ben, c'est vraiment... ça me touche beaucoup qu'on parle de ça, qu'on aborde cette question-là juste dans une conversation sur l'indépendance, puis qu'on laisse la place à ça. C'est déjà un vraiment bon pas. Dialoguer autour de ça, c'est une piste de solution qui est super importante pour que le féminisme continue d'avancer. Puis, vraiment créer un espace où les femmes vont pouvoir parler de cette expérience-là, puis où elles vont pouvoir se rassembler, c'est vraiment important, parce que des fois, on a l'impression que c'est un peu sur les épaules des femmes de devoir comme aller chercher des femmes, puis essayer de les garder, puis tout ça. Tu connais-tu des filles qui pourraient venir? Oui, mais c'est ça, exactement. Puis au sein de Québec solidaire, les comités de coordination des différentes associations doivent être paritaires pour être élus. Donc, ça a fait que pendant très longtemps, l'association dans laquelle j'étais, on était ad hoc. On n'était pas élus parce qu'on n'était pas du tout paritaire. Donc, il fallait aller chercher des filles puis tout ça parce que, on voulait... C'était pas par manque de volonté, c'était vraiment juste qu'on avait des réunions là, avec 20 filles en une semaine, puis finalement, ça marchait pas parce que, je dois m'occuper des enfants. Mon conjoint, il revient tard. Ben là, c'est parce que l'enfant à la garderie, je dois aller le chercher. Puis ça, c'est des femmes qui voulaient s'impliquer en politique, là, mais elles pouvaient juste pas parce qu'elles avaient les contraintes du travail invisible comme on le connaît si bien. Donc, on essaie le plus possible de, quand il y a des événements, on essaie d'offrir le service de garderie. On essaie de, si vous avez des frais de gardiennage, on va vous les rembourser. Mais c'est si difficile parce que la société est vraiment construite autour du fait que la place pour les hommes de s'impliquer en politique, parce que s'impliquer en politique, c'est souvent bénévole. Là. Si j'étais payée pour toutes les heures que je donne au parti, je serais riche. Là. Fait que, c'est souvent bénévole. Donc, les femmes, le travail invisible à la maison, leur job à temps plein, après ça, en plus, donner des heures bénévoles, des fois, le choix, il doit être fait, puis elles ont juste plus de temps dans leur journée. Mm-hmm. Puis, je pense que c'est important de postuler que la politique, la démocratie, ça a été créé par des hommes pour des hommes. Les femmes n'ont pas été oubliées, elles ont été ignorées. J'avais lu un livre qui disait « Les hommes ont un uniforme pour faire de la politique, les femmes doivent l'inventer ». Puis je trouvais que ça résumait parfaitement qu'est-ce qu'être une femme en politique. On a parlé justement de la représentation des candidatures. Camille, tu as abordé un sujet vraiment important qui sont les agressions et les micro-agressions vécues. Je suis vraiment pas en train de dire que la situation est parfaite. Comme tu as dit, on a toutes et tous vécu une situation comme ça. Je pense qu'en tant que jeunesse, en tant que parti, il y a encore du travail, mais on se doit d'essayer de notre mieux de créer des espaces sécuritaires, des espaces où les gens peuvent se sentir bien. Il doit y avoir une tolérance zéro pour ce genre d'agissement. Au Forum Jeunesse, on a mis en place la politique contre le harcèlement. C'est un début. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais c'est un début. Au Bloc également, on commence à en travailler sur une à l'échelle du parti. Mais puis là, je ne veux pas décourager les personnes ici dans cette salle de s'impliquer. C'est un très beau monde. Mais je pense que c'est un sujet qui mérite d'être abordé pour qu'on puisse mieux le travailler par la suite. Absolument. Fantastique. Merci de l'avoir si brillamment abordé. C'était très, très intéressant. Si on passe au bloc sur comment faire l'indépendance du Québec. Rentrons dans le vif du sujet. Là, on est réchauffé. Oui, là, on s'est réchauffé. Comment faire l'indépendance du Québec? Donc, quelle est votre démarche à votre parti d'accession à l'indépendance? Bien, c'est drôle de demander au Bloc en premier, parce que moi, je dirais que c'est pas au Bloc à faire l'indépendance du Québec. C'est à mes collègues à côté de moi. Mais au Bloc, en attendant, bien, comme j'ai dit, je pense au début, on va pouvoir continuer à faire toute la vulgarisation, indépendantiste, etc. C'est sûr que moi, je vais être sur le terrain
beaucoup trop d'heures pour ma santé. Puis, on va pouvoir aussi, en étant au fédéral, observer nos collègues canadiens, voir qu'ils respectent nos lois référendaires, nos lois québécoises. Donc, je lancerai la balle à mes collègues parce que c'est pas le Bloc qui va faire l'indépendance. Moi, je vais perdre ma job. Là. J'ai pas de job, c'est bénévole. Moi, je suis prêt à faire perdre la job à Rose. Là. Puis en tout respect pour les députés du Bloc que j'aime, là, tout ce qu'on veut, c'est s'en débarrasser concrètement. Ça va coûter cher de chômage. Ben ouais, c'est ça. Non, mais... Au PQ, écoute, je vais y aller d'une phrase très simple parce que pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est le référendum, c'est la voie pour se rendre à la souveraineté du Québec. Moi, je vais faire ça en plus qu'une phrase. Donc, nous, à Québec solidaire, on veut une assemblée constituante avant le référendum. Donc, il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a des raisons pourquoi les 2 derniers référendums n'ont pas marché. Ce n'est peut-être pas celle que vous pensez. Il y a une des grandes raisons pourquoi les référendums n'ont pas passé, c'est parce que les gens avaient peur. Les gens avaient des craintes. Quand on va devenir un pays, là, qu'est-ce qui va se passer avec mon assurance chômage? Qu'est-ce qui va se passer avec ma citoyenneté canadienne? Beau lapsus. Qu'est-ce qui va se passer avec ma citoyenneté canadienne? Les gens avaient peur. Qu'est-ce qui va me rester comme droit? Alors que si on fait une assemblée constituante, toutes ces craintes-là vont disparaître parce que les gens vont savoir dans quel genre de pays ils s'embarquent. Puis non seulement ils vont savoir dans quel genre de pays ils s'embarquent, ils vont pas se jeter dans l'inconnu, mais en plus, une assemblée constituante, ça va redonner le pouvoir au peuple, dans les mains du peuple. Parce que l'assemblée constituante, elle va pas être constituée d'une élite politique, elle va être constituée du monde comme vous, là, dans la salle, comme la population du Québec. Ça va être la diversité des régions, la diversité du genre, ça va être la diversité des ethnies, ça va être tout le monde ensemble qui vont se réunir, qui vont se concerter, puis qui vont dire quel genre de pays on veut, c'est quoi nos valeurs, on s'en va où avec ça. Donc, remettre le pouvoir dans les mains du peuple, c'est là que la distinction arrive. Il y a une différence entre la souveraineté populaire et la souveraineté étatique. Parce que si on fait un pays comme, mettons, il est arrivé au Chili, un pays qui finalement ne représente pas ce que la population veut, ce que la population pensait que ça allait être le pays du Québec, ben ça va avoir servi à quoi le projet d'indépendance si finalement ça représente pas le peuple québécois. Donc nous, on veut un pays qui va être libre jusqu'au bout, donc pas juste un pays libre de ses frontières, mais un pays libre, en fait, des peuples qui vont être libres. Donc, ouais. Sachant ça, pourquoi... non, pas pourquoi. C'est quoi l'avantage pour vous, au PQ, d'aller directement avec le référendum? On a entendu un peu les arguments, pourquoi aller avec un processus constituant, puis on va revenir à la constituante, parce que je pense que c'est intéressant, mais pourquoi aller directement avec le référendum? Parce qu'effectivement, ça soulève des bons points. Je pense qu'il va y avoir des questionnements par rapport à, ça va être quoi la forme du Québec-pays? Le monde ne veut pas un chèque en blanc. C'est bon, on se le fait ramener. Hein, c'est le temps de mettre de la chair autour de l'os. C'est ça que tu me dis. OK, c'est bon. Ben, en fait, juste pour répondre premièrement à Marianne par rapport à ça, dans le sens qu'on ne se lance pas les yeux dans le vide. Les yeux dans le vide. On se lance pas dans le vide ou les yeux bandés. En tout cas, on peut mêler les deux vers le référendum. On a déposé premier document récemment dans une suite en fait de 3 documents au Parti québécois. Fait que le budget de l'an 1 qui nous permet de voir un peu l'état des finances d'un Québec souverain dans le but d'aller rassurer, combattre la peur des Québécois par rapport à qu'est-ce qui va advenir du portefeuille des Québécois, parce que c'est un des arguments qui revenait fréquemment en 95. C'est qui va arriver avec ma pension, puis c'est qui va arriver avec nos ponts, puis ces questions-là reviennent fréquemment. Prochain document aussi qu'on va sortir, là, entre les deux, on va avoir la réponse à l'initiative du siècle, mais sinon, en 2025, on va avoir le livre bleu sur l'indépendance, qui va être l'occasion, en fait, de dresser les contours de ce que va être le Québec souverain, de répondre à ces grandes questions-là qui, mon Dieu, nous font mal au Parti québécois et nous font mal au mouvement souverainiste depuis belle lurette de qu'est-ce qui va arriver justement avec les chèques de pension, qu'est-ce qui va arriver avec l'armée, qu'est-ce qui va advenir des frontières du Québec, qu'est-ce qui va arriver avec la négociation. Fait que répondre à ces grandes questions fondamentales-là du Québec. Mais ça va-tu être comme un question-réponse ou comme un... C'est ce que j'allais dire. Ben, en fait, il va être présenté sous un livre qui va être, après ça, décliné sous différentes manières et qui va répondre à l'argument
fédéraliste, un peu comme le budget de l'an 1. Écoute, je suis convaincu dans la salle ici qu'il n'y a personne qui l'a lu. Okay? Je suis convaincu de ça. Par contre, on a eu une motion unanime de l'Assemblée nationale qui a reconnu que le Québec souverain serait viable. Ça veut dire que là, les libéraux, là, vont arriver en 2026, 2027, 2030, peu importe quand va avoir lieu le référendum, puis ils ne pourront pas nous dire « Mais là, ça ne marchera pas avec les finances. » Ils l'ont admis eux-mêmes qu'un Québec souverain serait viable. Fait que le but, c'est de reproduire le même exercice avec le livre bleu sur l'indépendance pour que ça soit très clair dans la tête de tout le monde que, finalement, il n'y a rien à faire peur dans un Québec souverain. François Legault le dit lui-même. Il était à l'époque au Parti québécois. Marc Tanguay, fervent partisan du oui en 95. Militant du Bloc, hein? Militant du Bloc, ouais. Fait que, finalement, pour en revenir initialement à ta question, le référendum, pourquoi c'est un bon moyen, pourquoi c'est avantageux, c'est que c'est clair dans la tête de tout le monde. Quand je vous parle de référendum, tout le monde a dans la tête le référendum de 95, le référendum de 80, Charlottetown, un référendum, on sait ce que c'est. Je sais, j'en parle à mes élèves, ils savent c'est quoi. C'est très clair dans la tête de tout le monde, il n'y a pas d'ambiguïté et c'est ce qui nous permet, en fait, d'avoir le camp du oui qui est le plus rassembleur parce qu'on ne met pas des conditions à l'indépendance, on fait un référendum et après ça, on va décider de quelle couleur va être la maison qu'on va acheter. Mais je rajouterais aussi que la méthode référendum, ça permet d'aller sonder la population directement sur l'idée d'un pays, puis ça permet d'avoir une meilleure caution démocratique, puis rien ne nous empêche, une fois d'avoir créé le pays, de créer une assemblée constituante pour construire notre constitution. Mais ça va être, encore une fois, à mes collègues de décider. Mais, tu sais, puis d'ailleurs, ça soulève un bon point parce que des fois, c'est vraiment niaiseux à dire, mais des fois, le monde, on dirait, réalise pas que l'Assemblée constituante, c'est pour écrire une constitution, tu sais. Puis c'est là où peut-être il faut faire attention. Tu sais, c'est quoi qui va être des éléments de constitution dans le projet de Québec solidaire, puis d'autres des éléments de programme? Comment on fait la distinction? Puis on s'assure de pas, en fait, que l'Assemblée constituante arrive pas avec un programme de gouvernement, tu sais, puis que c'est vraiment au niveau de la rédaction d'une constitution. Bien, Québec solidaire, en fait, va pas être dans l'Assemblée constituante. Le gouvernement qui va être en place à ce moment-là n'aura pas sa voix au chapitre. Le but, comme je disais, c'est vraiment de redonner le pouvoir au peuple. Émile a répondu, oui, ça va peut-être enlever des craintes, la formule que le PQ veut avoir, mais nous, la deuxième partie, c'est que ça redonne du pouvoir au peuple. C'est le peuple qui va se concerter, qui va s'asseoir ensemble, puis qui va décider de ce qu'il veut avoir dans sa constitution. Comme ça, il n'y aura pas de surprise après ça. Les gens vont pas se dire « Ah, on va voir après, on fait le référendum, puis on verra après, on décidera après. » Non, les gens savent dans quoi ils s'embarquent. Puis si tout le monde est d'accord, tout le monde a trouvé un terrain d'entente, a écrit la Constitution, il y aurait aucune raison pourquoi le référendum passerait pas. Parce que la Constitution représenterait véritablement les intérêts du peuple. Ça ne serait pas juste un projet porté par une élite politique qui arriverait et qui dirait « Hey, votez, faites-nous confiance, la gang, puis après ça, on va voir ce qu'on fait avec ça. » C'est quand même se jeter dans le vide, même s'il y a des documents en amont, même s'il y a un budget qui fonctionne, puis tout ça. Les gens veulent avoir du pouvoir sur ce que le Québec va devenir comme pays. Puis ça ne va pas changer, même avec des documents préparatoires. Merci beaucoup. À moins que vous ayez d'autres interventions sur le référendum et l'Assemblée constituante, j'aimerais vous entendre sur le camp du oui, le fameux camp du oui. Pour vous, c'est quoi le camp du oui? Ben c'est hot, on dirait que c'est quand on... Non, mais tu sais... Non, mais... Moi, tu me dis camp du oui, je sais pas, j'ai le goût de m'énerver, puis il y a comme de quoi de trippant. T'es émoustillé, là. Hein? T'es émoustillé, là. Je t'ai émoustillé, mais tu sais, moi, je t'ai émoustillé de rien, fait que je suis pas en référence. Non, mais, tu sais, on regarde des vidéos de 95, puis il y a quelque chose de beau à voir. Des gens qui sont prêts à mettre de côté leurs différences d'opinion pour faire avancer quelque chose qui est plus grand que nature, qui est plus grand que nous trois, que ce qu'il y a dans la salle. Un projet qui est mené par le peuple. Des gens qui sont prêts à se dire, parfait, on n'est pas en accord sur tout, mais il y a une chose sur laquelle on est d'accord, celle de faire du Québec un pays, celle de se donner un territoire, de se redonner des pouvoirs, d'aller chercher, en fait, ce qui nous manque pour s'occuper de notre monde concrètement pour de bon. Fait qu'il y a de quoi de beau. Nous, au PQ, on a toujours été prêts à travailler main dans la main avec tous ceux qui veulent travailler, puis c'est ça la beauté d'un référendum.
C'est que tous ceux qui vont vouloir mettre la main à la pâte, que tu sois de gauche, de droite, de centre, que tu sois... je ne sais plus c'est quoi que Paul a dit au congrès, Pasto, en tout cas... Pastafarien. Oui, c'est ça, exact. Ben, t'es le bienvenu dans le camp du oui. Tant que tu veux le faire, le Québec pays, viens avec nous autres. Puis c'est ça que je trouve beau, c'est de mettre de côté toutes nos différences puis se concentrer sur l'objectif ultime qui est celui de faire du Québec un pays. Moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, le camp du oui, là, je trouve ça tellement démocratique. Je veux dire, comme ça incarne la démocratie dans sa grandiose. Là. Je veux dire, les gens ont tous des avis différents. Puis même à l'intérieur des Québec solidaire, même à l'intérieur du PQ, les gens peuvent avoir des opinions divergentes puis tout ça. Mais c'est si démocratique que peu importe l'opinion qu'on a, on est tous assis en ce moment dans une salle, vous nous écoutez parler, puis on est tous unis par un projet commun de faire du Québec un pays. Puis moi, je trouve ça tellement beau. Je veux dire, tu vas pouvoir témoigner, tu étudies en études internationales. Dans d'autres pays, la vie politique, genre, tu sais, c'est un petit peu mort. Moi, j'ai fait un échange au Japon, puis les gens savent pas le nom du premier ministre des fois. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment intense. Les gens sont comme apolitisés, puis ils sont plus investis là-dedans. Alors que nous, on a vraiment cette force vive-là en nous. On a un projet commun, puis on est tous derrière ça. Puis ça, je trouve ça tellement beau à voir, puis je suis tellement fière de ce qu'on a au Québec ici. Je changerais ça pour rien au monde. Mais je peux compléter, mais je pense que je vais répéter beaucoup. Mais je dirais que le camp du oui, il faut commencer à le construire tout de suite. Puis au moment du processus référendaire, je pense que ça va être important que tous les partis souverainistes, toutes les organisations souverainistes, tous les acteurs de la société souverainiste s'unissent ensemble pour aller vers un but commun qui est le pays. Mais ça veut dire quoi construire? Puis est-ce qu'on veut mettre nos différentes comtés de côté ou plutôt les accepter? Ben moi, j'ai eu la chance, je répondrai à ça parce que j'ai eu la chance aux législatives de 2022 d'aller en France, puis j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé avec la NUPES, ou la NUP, là, selon comment vous l'appelez. Grosso modo, c'était une alliance des partis de gauche à la législative en France. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont présenté un ou une candidate dans chaque district. Vous me corrigerez, les Français, c'est pas des districts, mais de mémoire, c'est ça. Je vois des oui dans la salle, merci. Donc, et ça l'a permis d'être l'opposition au gouvernement législatif. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont mis de côté tout ce qui était différence idéologique, etc., ce qui séparait leurs partis, en fait, puis qui ont convergé vers ce qui était en commun pour faire une plateforme commune. Puis au travers de tout ça, c'est sûr et certain qu'ils devaient avoir de la chicane, puis ils ont prévu le coup, parce qu'ils ont fait des processus de communication ouverts, des processus de médiation entre tout ça, puis ça a fonctionné. Fait que moi, la NUPES, c'est ma réponse à la question. C'est des choses comme ça auxquelles je m'inspire. Puis je pense que c'est possible de mettre nos divergences de côté puis s'allier sur une idée commune. Puis je pense que l'indépendance est assez grande comme idée pour toutes s'allier derrière elle. Bien, effectivement. Puis, tu sais, pour faire du pouce un peu sur ce que tu disais, tu sais, construire le camp du oui, on est en train, il faut mettre l'énergie là-dedans. Puis en fait, ce que je trouve le fun, c'est d'être capable de noter aussi les bons coups des autres. Tu sais, justement, notre chef l'a fait cette semaine en notant le bon coup que Sol a fait à l'Assemblée nationale en ayant questionné, je pense que c'était M. Roberge par rapport justement à la péréquation et tout ça. Donc, il faut avoir plus d'initiatives comme ça. Par contre, bémol, pas des initiatives, mais des événements comme il y a eu en fin de semaine où on est allé faire de la politique sur le dos du projet d'indépendance du Parti québécois. Je pense qu'on se nuit quand on travaille comme ça, puis qu'en fait, quand on va aller faire des parallèles dans le but d'aller critiquer un adversaire. Fait qu'il faut mettre de côté la partisanerie de l'Assemblée nationale puis se concentrer sur la cause commune qu'est le pays. C'est drôle, puis je te cède la parole, Marianne, après, mais le lendemain que j'ai été élue, je raconte tout le temps cette anecdote-là, je m'excuse pour ceux à qui je casse les oreilles, mais le lendemain que j'ai été élue présidente des Oui Québec, il est arrivé un événement quelconque, je me souviens pas, entre les formations politiques, puis évidemment, les deux m'ont appelé fâchée. Puis, effectivement, moi, je reçois ça, ça fait 2 jours que je suis en poste, tu sais, moi, je m'attendais à faire de la mobilisation souverainiste et tout. Fait que j'appelle Claudette, puis elle dit « Ça, ma chère, c'est le métier qui rentre. » Tu sais, c'est des événements c'est cyclique, hein, puis c'est un peu le propre de la partisanerie au final. D'où la nécessité d'avoir des espaces aussi, d'ailleurs, comme ce soir, des espaces d'échange qui sont, tu sais, où la pression est comme, tu sais, ça fait du bien, là. On est capable de se jaser, puis...
Mais surtout, effectivement, il faut trouver une façon de distancier le projet d'indépendance de la partisanerie. Je ne veux pas dire des formations politiques, mais il faut qu'il y ait un équilibre entre la capacité de la société civile à être un élément transformateur pour la question nationale, mobilisateur aussi, et faire en sorte que les Québécois ne perçoivent pas l'indépendance seulement et exclusivement comme un projet partisan. Mais ça va être quand même un gros défi dans les prochaines années, d'où l'importance de ce dit quand du oui. Puis on y continue, Marianne, mais je te laisse surenchérir. Mais le camp du oui, peu importe les partis, on est comme une grosse famille. Puis dans les familles, il y a des chicanes de famille. Fait que des fois, c'est sûr que le ton lève. Des fois, on se chicane, on essaie de prendre le dessus l'un sur l'autre. Mais à la fin de la journée, on reste une famille. Puis notre but commun, c'est essayer de s'aimer puis de faire l'indépendance du Québec. Mais tu sais, si on était tout le temps d'accord sur tout, une famille où il n'y a pas de chicane, là, c'est plate. Là. Tu sais, il n'y a rien qui se passe. Là. Quand il y a des désaccords, c'est super enrichissant parce que c'est en se challengeant puis en disant « je suis pas d'accord là-dessus ». OK. Puis là, on en discute, puis là, on essaie de trouver des terrains d'entente, puis on essaie de juste... Le but, c'est de faire du Québec un bon pays. C'est ça, le but final. Donc, c'est en se concertant, c'est en parlant, c'est en allant sonder la population qu'on va réussir à faire ça. Fait que moi, là, la chicane, là, âme des ordres. C'est ça, je suis d'accord avec toi dans le sens que avoir des désaccords, c'est simple, puis je pense que c'est la raison d'être pourquoi on a deux formations politiques qui sont différentes, tant que c'est pas sur le projet d'indépendance puis qu'on nuit pas par le fait même au projet d'indépendance. Au même titre que, tu sais, je respecte votre démarche puis c'est bien correct, mais c'est ça, le but, en fait, concrètement, c'est d'arriver au pays. Fait que, tu sais, qu'on ait des désaccords sur les enjeux politiques de l'Assemblée nationale, à mon avis, c'est une chose, mais sur le projet d'indépendance, concrètement, on se tire dans le pied, à mon avis. On te laisse Il répondre. y a différentes façons de voir ça. Mais il y a différentes façons de voir ça, là. Mais il y a différentes visions de comment faire l'indépendance. Il y a différentes façons de ce qui doit être inclus dans l'indépendance. Donc, c'est la même chose, assemblée constituante versus pas d'assemblée constituante. Il y a comme tout ce débat-là. Puis je pense que c'est correct que les deux partis aient des désaccords sur la façon de voir la chose. Puis sinon, ça serait le même parti. S'ils étaient d'accord sur tout. Puis, je pense que c'est des deux bords. Il y a des choses à se reprocher des deux bords, honnêtement. Ça dépend toujours, on dirait, de la saison, là. Mais des fois, il y a quelqu'un... Il y a un des partis qui fait quelque chose, on est comme... bon. Puis là, après ça, c'est l'autre. Tu sais, comme... Vraiment, il y a personne de parfait, mais c'est comme dans la famille, tu sais. Comme ton oncle puis ta tante, là, ils ont des qualités, ils ont des défauts, puis mais ils s'aiment quand même, puis c'est correct. On va continuer à se lancer. C'est sûr qu'il y a des pics qui vont continuer à être lancés parce que ça reste que c'est deux partis différents. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient voir une coalition entre les deux partis. La discussion avait déjà été entamée il y a plusieurs années, puis il y a eu... En fait, il n'y a pas eu de coalition, il y a eu des raisons à ça. Donc, à moins que ces raisons-là disparaissent, c'est ça, ouais. il va continuer à avoir des chicanes. Justement, j'aimerais vous entendre sur le fait que c'est sûr qu'il va y avoir des chicanes. Vous êtes trois partis différents, deux partis sur la scène québécoise. J'aime pas le mot provincial. Donc, sur la scène québécoise, vous êtes deux partis différents. Vous avez vos différences, vous avez vos points communs. On en a parlé aussi plus tôt. Les chicanes, effectivement, ils vont avoir lieu. Mais là, le contexte, puis je pose la question à tous les trois, le contexte est qu'un parti souverainiste pourrait prendre le pouvoir et il pourrait y avoir un référendum. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ces chicanes-là sur la place publique? Parce que c'est une chose de s'entendre puis de se parler franchement en privé, mais de se parler aussi, d'avoir des chicanes sur la place publique, ça peut nuire aussi à la démarche. Fait que, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai le goût de suite prendre la balle au bon parce que j'ai eu un flash de suite. S'il y en a qui n'ont pas écouté dans la salle Point de rupture, qui est un reportage que sur YouTube, là, c'est tellement bon. C'est comme un thrilling, comme si c'est sur le référendum de 95, comme ça on ne savait pas ce qui allait se passer. Mais finalement, on s'est déçu, là. Mais tu brailles pareil, hein? Oui. Mais ce qui est intéressant dans ce reportage-là, puis ce que j'aime beaucoup de le réécouter, c'est voir un peu tout j'allais dire la game, mais tout le jeu politique qu'il y a en arrière entre mettre de côté les égos pour la cause. On le voit, Parizeau, à un moment donné, il a son projet, Lucien Bouchard n'est pas d'accord, ça va pas très bien, il est prêt à dire « moi, je mets de côté ma figure pour laisser la place à Bouchard ». Puis même si, puis là, on fait venir un troisième joueur aussi, qui est Mario Dumont, qui est un adversaire de Parizeau. Tu sais, c'est ça qui est capoté quand même, là. Les trois vont faire campagne ensemble. Là-dessus, il y en a deux que c'est des adversaires politiques. Ça a marché par le passé. Tant qu'on est capable de mettre nos égos de côté et qu'on est capable de travailler ensemble pour une cause commune, il y a possibilité de
d'arrimer un camp du oui. Et c'est ça la beauté d'un référendum. C'est de pouvoir travailler tout le monde ensemble, peu importe ton horizon politique, parce que tu vas avoir dans un camp du oui des gens qui sont de tous les horizons, des figures de proue, des féministes qui vont être là, puis n'importe qui de tous les milieux, de toutes les communautés. Puis c'est ça qui va faire que, ben, finalement, tant que tu es là pour faire du Québec un pays, ben, je pense que il n'y a pas de problème à mettre les désaccords de côté. C'est ce qu'on a fait par le passé en 95 et c'est ce qu'on va faire potentiellement après 2026. Mais je suis vraiment d'accord. Puis, tu sais, comme ce que j'expliquais tantôt, c'est pas... Moi, c'est pas ma stratégie que j'aurais adoptée, c'est plus genre le jeu politique ça fait partie de la game en ce moment. Puis le jeu politique, en ce moment, c'est qui va réussir à se faire élire pour faire du Québec un pays. Mais après ça, quand ce gouvernement-là va être élu, le jeu politique va changer du tout au tout, là, parce que, justement, il va vouloir que tout le monde se rallie, puis qu'après ça, que le camp du oui soit solide et uni pour faire l'indépendance du Québec. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, le jeu politique, ça brasse quand même un peu, mais on est super d'accord qu'à à la fin de la journée, tout le monde doit se rallier ensemble, peu importe les opinions, puis peu importe qu'il y ait des divergences dans le camp du oui, parce qu'on a tous un projet commun, puis c'est ça le plus important, vraiment. Bravo. Oui, ça mérite une main d'applaudissement. C'est très encourageant de vous entendre. Si je me permets de faire le pont, à moins que tu avais quelque chose... non, OK. Si je me permets de faire le pont avec le prochain bloc, qui est le bloc sur la mobilisation pour l'indépendance du Québec. Quelque chose que je connais un peu. Si je fais du pouce sur ce que vous avez dit, là, il y a 3 organisations indépendantistes sur la scène. S'il y avait une 4e organisation un petit peu plus à droite, seriez-vous prêts à les accueillir et à travailler avec eux et elles pour faire l'indépendance? C'est drôle, ça soit le Bloc qui prend la parole en premier. Ah non, mais ça me dérange pas, je voulais vous laisser la parole. Ah, bon, parfait. Ben, moi, au Bloc québécois, c'est drôle parce que je vois ça comme une espèce de coalition d'indépendantistes. On a des gens qui sont de Québec solidaire, on a des gens qui sont du PQ, on a des gens qui sont de la CAQ, on a même des gens qui votent pour d'autres partis provinciaux. Il y en a qui votent pas. Puis, ben, ça fait une belle famille. Puis, comme Marianne a dit tantôt, des fois, la famille, elle chicane. Mais je sais pas si vous voyez, mais la famille, elle a quand même 32 députés en ce moment. Puis elle se porte pas si mal que ça. Puis on a des gens très à droite. Je pense notamment à Rémi, qui est dans la salle, qui est mon vice-président. On n'est pas du tout à la même place idéologiquement. Je me disais, c'est qui va se faire caler, là? Non, mais il sait, ben, on se taquine aussi, mais on n'est pas du tout à la même... Désolée, Rémi, si je t'ai mis sur le spotlight. Mais... T'sais, Rémi, c'est un bel exemple au Forum Jeunesse. T'sais, moi, quand j'ai créé l'équipe avec toutes les belles personnes qui sont dedans, je voulais des gens plus à gauche, plus à droite. Je voulais des femmes, évidemment. Puis le travail qu'on fait, les événements qu'on mène, prouvent que c'est possible. Puis Rémi est très à droite, moi, je suis très à gauche, puis c'est possible. Fait que le Bloc, pour moi, c'est l'exemple de ça. Puis s'il y avait un parti à droite, comme on le fait au Bloc, on l'inclurait aux conversations. Ben, en fait, je vais prendre la balle au bon. Je suis 100% d'accord avec Rose là-dessus, dans le sens que c'est ça la beauté. Puis initialement, quand le Parti québécois a été créé, ramenons-nous il y a de cela quelques décennies, le Parti québécois, c'était une coalition d'indépendantistes à la base. Où est-ce que tu as des gens qui sont plus à gauche, plus à droite? Puis c'est ça la beauté de la chose. Si un parti politique de droite qui veut faire l'indépendance avec nous, all in, let's go. Le but, c'est d'agrandir le camp du oui. On veut des gens qui sont de tous les horizons politiques. Puis c'est ça qui est merveilleux avec l'indépendance. C'est d'avoir un élément qui est commun au-delà de nos différences d'idées. Tu sais, le pays, on le fera peut-être pas pour les mêmes raisons. Puis c'est ça qui est intéressant avec l'indépendance, c'est qu'il y a 1000 raisons de faire l'indépendance, que ce soit pour l'économie, l'environnement, les services sociaux, name it, nommez-les, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Non, mais tu sais, dans le sens que n'importe qui peut trouver son compte dans l'indépendance, puis c'est ça que je trouve intéressant. Fait que si on a un parti, et je le souhaite, mon Dieu, qu'il y ait un groupe qui soit plus à droite qui décide de joindre à nous dans un potentiel camp du oui, parce qu'il faut le dire, dans une optique où il y a le Parti québécois, Québec solidaire, le Bloc, on est dans des partis qui sont littéralement pas mal tout un peu sur la même branche du spectre. Fait que d'avoir un parti qui incarnerait ça, on va nous chercher une plus grande base puis une plus grande mobilisation, et c'est ce qu'on souhaite. Est-ce que vous seriez prêt à travailler avec le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhem? Ben si, en fait... Ben, écoute,
Ça serait à voir, là, mais ça reste que si on a un parti de droite, si on a un parti de gauche, de centre, de droite, puis tout ça, moi, je trouve que ça donne tellement de crédibilité au mouvement. Parce que là, c'est si tout le monde, peu importe leur opinion, peu importe où ils se situent sur le spectre, est comme hey, ça a du sens qu'on fasse l'indépendance du Québec pour telle raison, comme tu dis, économique, écologique, peu importe. Même ils sont plus, mettons, la droite va être plus économique, peu importe. Si tout le monde est capable de se dire hey, l'indépendance, c'est mieux que le statu quo, face au fédéral, là, on est béton, là, je veux dire, comme il y a personne après ça qui si le camp du oui est si fort que ça, puis qu'il y a comme personne dans le camp du non, qu'il n'y a aucun parti qui est comme non, pour telle raison, ça marche pas, puis nous, on est contre, on n'est pas arrêtable. Des fois, on se demande quand est-ce que le camp du non va finir par se réveiller, là, tu sais. Ouais. C'est comme... parce qu'il est minuit moins une, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, je dis toujours qu'on veut faire du Québec pays avec tout le monde, pour tout le monde. Puis ça l'inclut les gens de gauche, les gens de droite. Fait que bien sûr qu'on ferait une place. Rémi. T'as le droit d'exister, Rémi. On t'aime. Mais tu sais, Duhem, il peut slide dans les DM sur Instagram, puis on va l'inviter à un panel, là, genre. Un ancien souverainiste, il faut se l'avouer, là. Ben oui, mais c'est ça, puis... Tout le monde est un ancien du bloc, en fait. Ben, tu sais, On est la famille! C'est nous, la famille! le candidat n'est pas réveillé, mais là, Denis Coderre s'en vient, là. Quand je dis qu'on incluait tout le monde, on inclut tout le monde. Mais, tu sais, je serais curieux de te poser la question pendant qu'on a l'occasion, mais, tu sais, justement, processus d'Assemblée constituante, est-ce que vous êtes prêt à accueillir des gens qui n'ont pas nécessairement les mêmes idées que vous, justement, du monde de droite, dans cette Assemblée constituante-là? Mais comme j'ai dit, Québec solidaire va pas être dans l'Assemblée constituante. C'est pas Québec solidaire qui arrive, qui est comme « Ah, nous, on a ce programme-là, votez pour ou votez contre. » Québec solidaire va pas être là, les députés seront pas là. S'il y a des membres de QS qui veulent être dans l'Assemblée constituante, qui le fassent. Mais QS veut vraiment juste prendre la responsabilité puis donner le pouvoir au peuple. Puis le peuple, ben dans le peuple, il y a des gens de droite autant qu'il y a des gens de gauche. Fait que c'est vraiment dans une optique de justement représenter cette diversité-là pour que cette diversité-là écrive la Constitution. Ouais. Puis, tu sais, c'est quand même on parle de représentativité, puis il y a quand même un enjeu où est-ce que... Ben, pas un enjeu, en fait, il y a un parti qui va aller toucher plus un électorat montréalais en ce moment. Puis il y a un autre parti qui va toucher peut-être un électorat plus... la couronne montréalaise, les régions. Comment on arrive à unir, si on veut, ces deux visions-là, s'assurer que, d'une part, puis ça, Marcel Rioux en parle beaucoup, faut pas perdre Montréal, tu sais. C'est important d'avoir Montréal pour le mouvement souverainiste, mais des fois... on met comme en opposition les régions avec Montréal. Tu sais, c'est comment on arrive à pallier ces deux morceaux-là hyper importants autour de la question nationale? Avec une assemblée constituante, d'abord. Non, mais parce que si plus les régions puis plus Montréal se parlent, plus ils vont faire équipe commune. Je veux dire, quand il y a des gens qui n'ont pas des opinions pareilles sur quelque chose ou qui vivent pas la réalité l'une de l'autre, mais la seule façon pour qu'ils comprennent la réalité de l'autre, c'est de se parler. Il n'y a pas de mille et une façons. Donc ça passe par soit des collectifs, ça passe soit par des panels de discussion ou juste des rencontres. C'est vraiment par le dialogue puis la discussion que ça va arriver. Puis je pense notamment aux peuples autochtones en ce moment. Comme c'est avec les peuples autochtones, puis c'est en discutant avec eux qu'on va pouvoir déterminer quelle place ils veulent prendre dans le processus, puis on va les inviter à chaque étape du processus. Mais c'est vraiment à travers un dialogue que ces choses-là vont se faire, parce que sinon, on se connaît pas, on est dans notre bulle, puis il faut s'ouvrir à l'autre pour que ça marche, puis qu'on se concerte. Ben, tu sais, tantôt, je reviens à... On parlait de Candiouis, c'est ça la beauté de la chose. On parle pas nécessairement au même électorat. Puis, tu sais, là, ça reste, on prend la photo de 2022, mais la photo de 2026 va être différente aussi quand je parle de la carte électorale par rapport à ça. Mais ça reste que la beauté du Candiouis, c'est d'aller parler à des électeurs qui sont différents et c'est ça qui va être trippant. Chaque parti politique va aller parler à sa base, va aller mobiliser ses électeurs, va aller mobiliser ses militants autour d'un projet commun. Fait que c'est ça la force d'un Candiouis.
C'est d'avoir des gens de différents horizons, de différentes régions, des gens qui représentent du monde différent, qui vont tous s'arrimer autour d'un même projet, puis vont dire hey, écoute, vous autres, pourquoi ça va être bénéfique? Moi, je vous représente, je suis député je vais prendre chez nous, du Buc. Je suis député du Buc, qu'est-ce qui va arriver pour le monde de chez nous? Telle affaire. Je suis député de Schlager-Maisonneuve, qu'est-ce qui va arriver? Fait que c'est ça la beauté du projet, c'est d'aller parler directement à son monde qui nous ont élus autour de cette grande coalition-là. OK, puis on le commence quand, le camp du oui? Puis c'est quoi le geste 1? L'action 1 pour bâtir le camp du oui? Ben, le camp du oui est déjà pas mal commencé. Là. Il faut le bâtir dès aujourd'hui et il est bâti depuis hier. Là. Donc, c'est le mouvement souverainiste. C'est le mouvement souverainiste. Là. Je pensais que c'était ce soir. Ce soir, c'est là! Ça se passe là. Es-tu des papiers? On a une annonce, il y a une conférence de presse après. Non, mais c'est ça. Mais le camp du oui, et puis on l'a dit tantôt, je pense tous et chacun, mais puis je vais répéter un peu ce qu'Émile a dit, mais ça comporte tout le monde. Fait que, tu sais, toutes les personnes, les organisations de la société civile, les Oui Québec, les partis politiques, toutes les gens qui croient à l'indépendance, peu importe leur idéologie, c'est ça le camp du oui. Fait que, il est déjà créé, il continue d'être créé, puis on s'enligne vers un référendum, je l'espère, le plus tôt possible. Le 5 octobre 2026, ça part. Je suis là. Merci pour la date. Je vais créer un agenda Google. Je sais que tu es capable. C'est parce que j'adore ça. T'es pas prêt? J'attends l'invitation. Si on parle de la question autochtone, tu en as fait mention tantôt, ça a été une question qui a été absente en 80 puis en 95. Comment qu'on peut s'assurer que la prochaine fois, ça ne soit pas absent? Vas-y. Rose, vas-y. Ben, ça va être quand même très court. J'aimerais juste stipuler que je sais pas vos origines à vous, mais je pense que si je vais peut-être postuler. On est 3 personnes blanches ici, mais je pense pas qu'on est les meilleures personnes pour parler de cet enjeu-là. Moi, ma grand-mère est Mi'kmaq, mais j'ai vraiment aucun lien avec la communauté autochtone duquel elle appartient. J'en suis désolée. Donc, je dirais que la réponse facile, c'est on doit les écouter, mais on doit mettre en œuvre les choses et les instances pour les écouter. Puis ensuite, on verra c'est quoi la meilleure façon, parce que je me sens pas outillée aujourd'hui en tant que personne très blanche de répondre à cette question-là. Je suis totalement d'accord avec toi. Manon Massé a fait une tournée. Ça a été on est le seul parti politique qui a fait une tournée puis qui est allé voir toutes les nations autochtones. Donc, elle a fini sa tournée il y a vraiment pas longtemps. Évidemment, ce n'est qu'un début de dialogue. Il y a tellement de choses à faire, mais vraiment, comme je disais, le plus important, c'est d'inviter les nations à chaque étape du processus d'indépendance, mais pas de les inviter puis de leur imposer une position ou un rôle. C'est vraiment de leur demander puis de les écouter puis de savoir quel rôle puis quelle place ils veulent avoir dans le processus d'indépendance. S'ils en veulent pas de rôle, c'est correct. S'ils en veulent un, c'est correct. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment juste avoir le pouvoir de s'autodéterminer en tant que peuple québécois. Ça serait très hypocrite de se dire, nous, on a le droit de s'autodéterminer, mais pas les nations autochtones. C'est quelque chose que eux aussi doivent avoir accès, puis que c'est super. Puis je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Là. C'est pas une question de partisanerie, là, que ça doit vraiment être un processus qui va être fait avec eux, puis je pense qu'on peut s'entendre sur le fait qu'on doit identifier puis mettre en place les meilleures conditions pour s'affranchir de la loi sur les Indiens. Je peux pas croire qu'on utilise encore ce terme-là, là, mais que vraiment l'indépendance du Québec, ça soit aussi un processus d'autodétermination des peuples et nations autochtones sur notre territoire. Puis, ouais. Puis, ce qui est dommage en ce moment, c'est qu'il y en a des mesures pour écouter les nations autochtones. Je pense notamment aux projets pétroliers qui sont faits, aux projets hydroélectricité. Selon la justice procédurale canadienne, québécoise, il y a des lois qui obligent à consulter les nations autochtones, les communautés autochtones. Puis, vous savez quoi? Ben, ils sont pas écoutés. Ça fait des manifestations. J'ai fait un travail long comme le bras là-dessus pour ma maîtrise. Ils sont pas écoutés. Fait que même quand on dit, on va chercher leur opinion, etc., fait que je pense que ça, c'est vraiment base 1. Puis, deuxièmement, ben, tu l'as dit, un Québec souverain, libre, ça permet de plus être soumis à la loi sur les Indiens, donc de créer de nouvelles bases, de meilleures bases, qui, je l'espère, ça va être de l'écoute active. Faut de répéter, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est avoir l'opportunité de négocier de nation à nation avec et de pas mettre tout le monde dans le même panier, puis de vraiment prendre le temps de parler à chacune d'elles pour s'assurer que le projet d'indépendance, ben, qu'on puisse voir comment qu'on peut s'arrimer. Donc, il y a un travail à faire, évidemment, avec nos différentes nations. Bravo.
Ouais, franchement, très belle réponse. Si tu voulais faire du pouce là-dessus, ou ça? Oui, Sur ben, autre en fait, oui, non, mais excuse, j'étais perdue sur une autre planète, mais effectivement, nous-mêmes, on a vu la difficulté parce qu'on veut vraiment inclure les peuples autochtones dans la démarche souverainiste, voire même, on dit dès les débuts, puis dès les débuts, en fait, la société civile est un peu là, c'est comme un jeu de bâton du pèlerin, le mouvement souverainiste, puis tous les mouvements, ça commence par une société civile mobilisée et ça se transporte à l'Assemblée nationale ensuite. On se disait, on peut être un peu ce porteur-là aussi autour de la question autochtone et de la souveraineté. Le problème, c'est que les peuples autochtones, là, ils s'adressent de nation à nation. Là. Fait que nous, le petit organisme, on est qui pour représenter l'État du Québec? Non, tu sais. Puis légitimement, ils veulent s'adresser aux représentants de la nation du Québec. Puis ça, c'est le premier ministre du Québec, tu sais. Fait qu'effectivement, des fois, pour eux, à la longue, de tout le temps avoir des multitudes de petits groupes qui débarquent, c'est quasiment insultant parce qu'ils disent, nous, on est là, on représente une nation au même titre que celle qui est le Québec, tu sais. Fait qu'il y a quand même une complexité, voir à quel moment on les implique aussi. C'est quoi leur choix aussi? Parce qu'il y a une réelle possibilité que, probablement, chaque nation est indépendante. On ne peut pas les prendre comme un bloc monolithique. Fait que c'est possible qu'il y ait une très grande multitude d'opinions par rapport à la question nationale et qu'on doive composer avec cette réalité-là à travers même le processus d'accession à l'indépendance du Québec. Ça rajoute effectivement une couche de complexité, mais de toute façon, c'était déjà compliqué. Fait que, fait que tu sais, puis je pense que c'est une nécessité, pas seulement, en fait, d'abord morale, simplement parce que nous-mêmes, on a cette compréhension-là comme souverainistes. Si on parlait de colonialisme tout à l'heure, que les Québécois ont vécu, et on se rappelle souvent cette histoire. Tu mentionnais les patriotes. Je pense que, tu sais, on a quand même dans nous une petite partie qui peut comprendre la réalité des Autochtones. On ne pourra jamais comprendre la portion génocidaire de ce qu'ils ont vécu, évidemment. Mais je pense qu'on peut aller chercher un peu dans notre empathie pour constituer ce projet-là avec eux. Et ceux qui voudront venir éventuellement seront toujours les bienvenus. Et ceux qui ne seront pas avec nous seront aussi les bienvenus dans le Québec indépendant. On avance. On a peut-être 2 petites questions. On a-tu le temps? Oui. Oh oui. Par rapport aux jeunes, aux différentes générations qui occupent le mouvement souverainiste, bon, on est là, tu sais, avec vous, les représentants des agences des formations politiques. Tu sais, nous-mêmes, on l'a connu au Oui-Québec. Tu sais, on a pris un virage jeunesse dans les dernières années. Puis des fois, c'est difficile de s'adresser à la fois aux jeunes puis à la fois à d'autres générations. Souvent, tu sais, c'est comme une gang one shot d'un coup. Comment vous arrivez à pallier ces 2 générations-là qui ont souvent deux, je dis 2, là, mais la génération qui a fait 95 et cette nouvelle vision-là aussi qui est nécessaire pour le prochain référendum, nécessairement, parce qu'il va y avoir une nouvelle génération qui va vouloir se mobiliser et les jeunes ont toujours été un activateur du mouvement souverainiste. Il y a un pouvoir exceptionnel de la jeunesse pour générer de l'enthousiasme. On parle du côté absolument tripant du Cantouï. Ce qui rend quelque chose absolument tripant, une cause politique, c'est l'engagement d'une nouvelle génération. Mais ça implique aussi que les jeunes, ils ont des enjeux qui les touchent beaucoup plus que d'autres générations. Fait que comment on pallie ça? Comment on arrive avec un projet qui est cohérent et attirant pour 2 générations très différentes? Bien, c'est sûr que c'est... tu voulais-tu y aller? OK, c'est bon. C'est sûr que c'est un défi, mais tu sais, moi, je vois ça quand même d'un bon œil, étant donné que au Parti québécois, on a trouvé un peu cette espèce d'équilibre intergénérationnel-là qu'on retrouve entre cette génération-là, un peu plus 80, et la nôtre. Pour donner un exemple, à notre dernier conseil national, c'est 40% des délégués qui étaient des gens de moins de 30 ans. Fait que quand même, sur le lot, on voit quand même qu'il y a une grande partie que ce pays-là, il attire beaucoup de jeunes, puis il y a beaucoup de jeunes qui sont là en collaboration avec les gens, les quarantaires, les cinquantaires, ou les gens un peu plus vieux. Fait que c'est ça qui va être intéressant. Puis j'ai l'impression que plus on va en parler, puis plus on va avoir d'opportunités pour discuter comme ici, plus les jeunes vont se sentir interpellés, plus ils vont pouvoir venir. Parce que la génération 95, elle est encore très présente, puis elle va être peut-être plus facile à mobiliser du fait que c'est nos militants de la première heure qui sont toujours là, qui sont toujours là pour faire du porte-à-porte, des appels, tout ça. Et j'ai l'impression que plus on va s'activer, plus les artistes vont être là. On va bâtir comme quelque chose de beau autour du camp du oui. Les jeunes vont embarquer, puis on va aller retrouver cet équilibre-là, puis tout le monde va travailler ensemble pour le but commun.
Oui, je rajouterais, c'est excellent, Émile, mais je rajouterais, Camille l'a un peu évoqué tantôt, que c'est parfois difficile quand tu es jeune puis tu arrives en politique de t'asseoir autour de la table. De un, c'est très intimidant. Là, quand tu as des députés et des personnes de pouvoir, je pense que tout le monde ici a passé par là dans la salle. J'aimerais aussi dire que parfois, malheureusement, encore aujourd'hui, la jeunesse est ils n'ont pas assez d'expérience, on va moins les considérer, ils ne sont pas assez crédibles. C'est sûr que moi, j'ai pas fait les 2 derniers référendums, j'étais pas là, tu sais. Mais je pense qu'on a notre propre expérience à nous. Tu sais, notre génération, c'est la première qui grandit en sachant qu'il y a une crise climatique, puis que faut y penser 2 fois avant de faire des enfants. T'sais, on est la première à se dire, moi, je vais sortir de ma maîtrise très bientôt, puis clairement, je peux pas m'acheter une maison avec les prix du marché. Donc, c'est une réalité que c'est la première fois que c'est vécu. Puis cette réalité-là, elle est tout aussi valide que les autres réalités d'expérience que le référendum de 80-95, puis l'expérience militante. Et puis c'est de faire de la place autour de la table à cette expérience-là. Puis je pense évidemment qu'il manque, comme on parlait de la représentation des femmes tantôt, il manque la représentation de jeunes. Oui, il y a souvent beaucoup de candidats qui sont jeunes, mais rarement dans des circonscriptions qui sont prenables, malheureusement. Moi, je milite pour que ça le soit. Puis considérant que dans les derniers sondages, je pense que vous les avez tous et toutes vus, les 18-35 ans, c'est la génération la plus indépendantiste en ce moment au Québec. Pourquoi on leur fait pas plus de place à la table du gouvernement en tant que député, etc.? Tu sais, d'ailleurs, excuse-moi, si Catherine Fournier était encore députée de l'Assemblée nationale, elle serait encore la plus jeune députée. Hey. C'est pas... en tout cas... C'est Samuel Poulain, le plus jeune. Je sais pas il y a quel âge, je m'excuse pour lui, mais député de la CAQ en Beauce. Fait que, tu sais... C'est toute une partie de la population qui est pas représentée. Là. En tout cas, je vais pas m'étendre, je vais te laisser la parole. Mais je rajouterais à ça que, on va pas se le cacher, mais que la plupart des gens dans cette salle, c'est quand même des gens qui ont vraiment un très grand intérêt pour la politique, puis qui sont quand même crinqués, puis qui aiment ça pour donner du temps à la cause. Mais moi, j'aime ça réfléchir à comment est-ce qu'on peut aller chercher les jeunes, que, évidemment, il y a des enjeux qui les tiennent à cœur, il y a des choses qui les chicotent, il y a des choses pour lesquelles ils voudraient se mobiliser, mais qui savent juste pas comment, ils se sentent comme seuls, il n'y a pas d'espace pour eux, puis comme il n'y a pas d'accessibilité. Puis ça peut leur sembler un peu épeurant. Oui, les gens qui sont plus âgés, mais aussi les gens comme nous, qu'on dirait qu'on a tellement d'expérience, puis on parle tellement fort, puis on prend tellement de place que, tu sais, ça peut être intimidant quand ils arrivent dans les instances, alors qu'on était comme eux au début, là. Donc, les ailes jeunesse, puis maintenant le réseau militant jeunesse à Québec solidaire, je trouve que c'est des super espaces qui peuvent vraiment attirer des jeunes de toutes les régions, des jeunes qui ont de l'expérience ou pas du tout en militantisme, puis qu'on les accueille à bras ouverts, puis que leur première expérience, c'est pas comme une assemblée générale aride qui dure 3 heures un mardi soir, tu sais. Fait que, tu sais, avoir des expériences comme ça, puis des espaces ouverts, je pense que c'est vraiment un bon pas un pas dans la bonne direction. Mais je pense que le problème, c'est pas tant les générations qui sont pour le camp du oui, c'est plus les silos des générations qui ont transmis aux générations d'après le camp du non. Comment est-ce qu'on peut briser ce pattern, comment on dit pattern? Mais en tout cas, c'est cette formule-là de les gens en 95 qui avaient voté pour non, qui ont transmis à leurs enfants, leurs petits-enfants aussi le non. Ça, c'est des gens qui c'est plus coriace d'aller chercher, alors que les gens qui ont toujours été dans le oui, entourés de familles qui ont voté oui, c'est plus facile à aller rejoindre. Donc, ouais. Je sais pas si je peux prendre la balle au bon, mais on n'a pas beaucoup parlé de culture. Puis pour moi, la culture, c'est une des solutions à qu'est-ce que tu abordes, aller chercher les jeunes. On l'a vu au Québec, les mouvements indépendantistes ont été... L'élément qui les a déployés, c'est la culture. Gérald Godin, Gilles Villeneuve, etc., etc. Puis, à l'international, là, je reviens avec l'international, c'est un vecteur de diffusion d'idées incroyable. On pense à la Révolution française. T'sais, la Révolution française, c'est quoi qu'on fait que ça l'a diffusé comme ça? C'est Voltaire, c'est Rousseau. L'indépendance en Inde, même chose. Le mouvement afro-américain aux États-Unis, c'est le jazz, le blues. Donc, la culture, pour moi, c'était cette espèce d'élément qui va de pair à l'indépendance, qui permet la diffusion des idées. Tu sais, l'article 1 de la Révolution tranquille, c'était la création du ministère de la Culture au Québec. Donc, ça prouve à quel point c'est un facteur incroyable. Donc,
Je sais pas si ça répondait un petit peu à l'interrogation. Oui, bien sûr. Je pense que, encore une fois, tous les partis ont cette vision-là que la culture, c'est un vecteur de transformation sociale puis de politisation. Puis je pense, j'abonde dans ton sens, que c'est la culture qui va nous faire plus aimer la langue française, qui va nous faire aimer le Québec, qui va faire que les jeunes vont se reconnaître dans le Québec, puis qu'on va arriver à l'indépendance. C'est un facteur de diffusion d'idées incroyable, notamment pour la langue. Ben, juste en terminant, tu sais, en 2026, ça va être 57% de la population qui va jamais s'être prononcée sur cet enjeu-là. Fait que, tu sais, c'est gros, là. C'est majoritaire. Puis quand on voit des premiers ministres nous dire les Québécois en veulent pas de référendum, sur quoi on se base pour ça? Il y a 57% de la population qui n'ont même pas pu dire leur opinion là-dessus. Sondons-les, ce monde-là, puis après ça, on verra si c'est qu'ils en veulent de l'indépendance. On est tannés! Ouais, c'est ça! On est tannés, c'est ça! Ben, merci beaucoup à vous. Je pense que ça mérite une autre main d'applaudissement parce que c'est très inspirant. Vous avez été bon, vous l'avez fait à la fin. Camille, je te laisserai un mot de la fin, puis après ça, j'enchaînerai avec mon mot de la fin. Moi, si je n'étais pas déjà souverainiste, mais je le suis encore plus. Vous êtes tellement bons. Puis, tu sais, c'est de voir cette nouvelle génération. Puis, je pense que vous êtes plusieurs à l'avoir constaté dans les dernières années, tu sais, pour avoir vécu. Puis, toi-même, Rose aussi, tu as dû le voir. Il y a eu des années, disons, de vaches maigres au niveau des jeunes dans le mouvement souverainiste. Même des années de traversée du désert. Pour plusieurs parties. Donc, tu sais, de voir ce renouvellement-là, c'est extrêmement prometteur. Et aussi, c'est stimulant au niveau des nouvelles idées parce qu'il y a quand même un risque qui aurait pu être présent, c'est-à-dire de présenter un peu du réchauffé de 95. Et on sent absolument pas qu'on est dans cet univers-là. Et pour cette raison-là, pour continuellement être dans la génération de nouvelles idées, c'est toute l'importance d'avoir les jeunes qui se mobilisent autour de la question nationale. Se mobiliser, c'est une chose. Les jeunes doivent aussi, et Rose l'a très bien dit, prendre une place d'importance dans le mouvement souverainiste, avoir la capacité de transformer la prise de décision, être dans des postes de pouvoir où ils jouent un rôle d'avant-plan pour la question nationale. Et avec le genre de relève qu'on a, je suis pas du tout inquiète. Alors, je les remercie d'avoir participé au projet, d'avoir aussi été aussi actifs aussi dans la construction, autant des questions, du choix de la salle. Vous savez, ça a été un travail du quotidien avec également le collectif d'Option nationale qui a contribué aux travaux, je serais à le mentionner. Ils ont participé à plusieurs éléments de l'organisation, donc merci à eux. C'est prometteur et ça a été magnifique de les voir collaborer avec autant d'enthousiasme, une ambiance en toute légèreté. Alors, ils sont pour moi la représentation même de ce qu'est le Camp du Oui. Merci les jeunes. Eh bien, merci. Merci à vous. Bien, moi aussi, je vous remercie énormément. Si vous avez à la maison le goût de vous impliquer, impliquez-vous, faites-le. Il y a 3 partis indépendantistes qui sont sur la scène. Il y a aussi les Oui Québec, qui est une excellente façon de s'impliquer. Donc, impliquez-vous, puis on va l'avoir, notre pays. Je vous invite également à partager la vidéo, à commenter, à aimer. Diffusez-la dans vos réseaux. Vraiment, ça peut élargir le Camp du Oui. Je remercie également la boutique 50%+1, le Fonds indépendantiste du Québec. Et sur ce, on se dit À la prochaine fois!